Au cours de la nuit la plus froide de l'hiver, une seule couverture et un seul geste de gentillesse changent le destin de 3 vies. Vous allez bientôt le découvrir. Prenez votre thé ou votre café et savourez cette histoire. Si vous l'appréciez, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » en bas de la page. Le vent soufflait plus fort que jamais depuis des semaines, transperçant les coutures usées du vieux manteau de Jason Brooks alors qu'il fermait les portes du garage pour la nuit. Les rues de Milford étaient calmes, recouvertes de givre. Les lampadaires projetaient de doux halos sur la fine couche de neige. La respiration de Jason formait de la buée dans l'air alors qu'il tournait la clé, écoutant le grincement familier des charnières qui avaient probablement besoin d'être réparées, mais il n'avait ni le temps ni l'argent pour le faire. Derrière lui, émitouflée dans 2 couches de laine dépareillée, sa fille Laïa piétinait ses bottes pour se réchauffer et essayait d'attraper des flocons de neige avec sa langue. Elle avait 7 ans et avait encore cette magie dans les yeux, celle qui ne connaissait ni les factures, ni le chagrin, ni ce que signifiait se demander si l'on aurait du chauffage le lendemain matin. Jason ouvrit le coffre et prit la couverture bleue délavée, celle aux coins effilochés et aux motifs de dinosaures brodés que Laïa traînait partout avec elle quand elle avait 3 ans. Il avait failli la laisser à la maison ce soir. Il pensait qu'elle était peut-être trop grande pour ça maintenant, mais quelque chose lui avait dit de la porter au cas où. Il la secoua et l'enroula étroitement autour d'elle alors qu'elle grimpait sur la banquette arrière de leur berline rouillée. Elle bâilla, se blottissant dans le tissu comme s'il renfermait encore toutes les histoires qu'il lui avait racontées avant de s'endormir. Jason sourit doucement et embrassa son front avant de fermer la porte. En faisant le tour de la voiture, il hésita, une étrange sensation dans la poitrine, comme s'il oubliait quelque chose. Il regarda la couverture à travers la vitre, chaude, rassurante, familière. Puis il fit quelque chose d'étrange. Il ouvrit à nouveau le coffre, fouilla parmi les vieux chiffons et les bouteilles d'huile à moitié vides, et trouva une deuxième couverture plus fine, enfouie sous une trousse de secours. Il la prit, s'arrêta sous la neige qui tombait et la jeta sur le siège passager. Sans raison, sans plan, juste au cas où. Il ne savait pas encore que ce soir-là, quelqu'un d'autre en aurait plus besoin qu'eux, ni qu'un simple geste de gentillesse discret, né plus de l'habitude que de l'héroïsme, était sur le point de bouleverser son monde. Le parc était presque vide, plongé dans un calme que seul l'hiver pouvait apporter, où même les oiseaux semblaient retenir leur souffle. La vieille berline de Jason heurta doucement le trottoir lorsqu'il s'engagea dans le parking, les phares fendant le rideau de neige qui tombait. Il était un peu plus de 19 heures et le ciel s'était assombri, prenant une teinte bleu fumé. Il avait pris le chemin le plus long pour rentrer chez lui, espérant que Laïa s'endormirait sur la banquette arrière. Mais ce ne fut pas le cas. Au contraire, elle était assise, le front appuyé contre la vitre froide, les yeux scrutant le monde comme s'il pouvait la surprendre, ce qui fut le cas. « Papa ?» dit-elle soudainement, d'une petite voix. « Cette dame a vraiment froid. » Les yeux de Jason suivirent son regard. À l'autre bout du parc, à peine éclairé par un lampadaire vacillant, une femme était assise, recroquevillée sur un banc en bois. Elle avait les jambes repliées et les bras serrés autour de ses genoux. Elle portait ce qui semblait être un pantalon de bureau, une blouse à manches longues et un manteau beaucoup trop fin pour ce genre de froid. Elle n'avait ni gants ni bonnet. Ses épaules tremblaient visiblement lorsqu'une nouvelle rafale de vent balaya les arbres. Jason serra les doigts sur le volant. Il pensa aux factures qui l'attendaient sur la table de la cuisine, au réservoir d'essence vide, à la longue journée de travail qui l'attendait le lendemain. Il pensa à toutes les fois où il avait vu des gens passer devant d'autres personnes dans le même état, faisant semblant de ne pas les remarquer. Peut-être avait-il simplement peur, peut-être était-il simplement fatigué. Il comprenait les deux. Il gara la voiture. « Reste ici !» dit-il doucement à Laïa. Elle acquiesça, le regardant ouvrir la porte et sortir dans le froid. La neige craquait sous ses bottes, tandis qu'il marchait vers la femme. Elle ne leva pas les yeux avant qu'il ne soit à quelques mètres d'elle. « Madame !» dit-il doucement, son souffle formant des nuages entre eux. « Vous allez bien ?» Elle cligna des yeux, surprise, et son regard, étonnamment clair et profond, croisa le sien. « Je vais bien », mentit-elle d'une voix rauque. Jason ne discuta pas. Au lieu de cela, il fouilla dans son manteau, sortit la couverture du siège passager et la lui tendit. « Prenez-la », dit-il, « s'il vous plaît. » Elle la fixa du regard, puis le regarda. Son expression vacilla, puis, sans un mot, elle prit la couverture de ses mains tremblantes et s'en enveloppa. Jason se retourna et retourna vers la voiture. Alors qu'il se glissait sur le siège conducteur, Laïa murmura « Tu lui as donné notre couverture. » Il acquiesça.
Elle en avait plus besoin que nous. Aucun d'eux ne savait que la femme assise sur le banc était Elise Vance, et que cette nuit allait devenir le tournant qui allait bouleverser leur vie à jamais. La neige continuait de tomber doucement du ciel tandis que Jason reprenait la route. Dans le rétroviseur, le banc devenait de plus en plus petit. La femme, qui n'était plus qu'une silhouette, était recroquevillée sous la couverture bleue et verte à motif de dinosaure. Laïa était devenue silencieuse sur la banquette arrière, serrant ses genoux contre elle, regardant les lumières défiler à travers la vitre. Jason ne disait rien non plus. Le chauffage cliquetait et sifflait, faisant de son mieux pour chasser le froid, mais la chaleur n'atteignait pas le poids qui lui serrait la poitrine. Il n'arrêtait pas de penser à la façon dont elle l'avait regardé, pas surprise, pas reconnaissante comme les gens le sont parfois quand ils sont gênés, juste fatigués, le genre de fatigue qui s'insinue dans vos os. Quand il lui avait proposé la couverture, elle n'avait pas protesté, elle n'avait pas fait preuve de fierté. Elle l'avait simplement accepté comme quelqu'un qui savait ce que c'était que de se passer de quelque chose et qui n'était pas trop fier pour accepter quand on le lui offrait gentiment. Et juste avant qu'il ne se retourne pour partir, sa voix l'avait arrêté. « Merci », avait-elle dit, comme si cela venait du plus profond d'elle-même, qui croyait encore que la gentillesse était rare. Son regard avait croisé le sien, vif, intelligent, le genre de regard qui avait trop vu, mais qui remarquait encore tout. Maintenant, alors que la voiture roulait vers leur appartement, Jason ne pouvait se débarrasser de cette voix. Elle le suivait comme une chanson qui lui restait en tête. Il se disait qu'il avait fait ce qu'il fallait, rien de plus. Juste une couverture, juste une inconnue. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle l'avait regardé, comme si personne ne l'avait regardé depuis longtemps, sans jugement ni attente. À la maison, il aida Laïa à retirer ses bottes, l'aborda dans son lit, en lui promettant des crêpes le lendemain matin. Mais son esprit continuait de vagabonder. Il jeta un nouveau coup d'œil au papier plié dans la poche de sa veste, le mot qui accompagnait la couverture, désormais remplacé par le souvenir de sa voix. Il ne connaissait même pas son nom, mais Jason avait le sentiment que ce n'était pas la dernière fois qu'il l'entendrait. Quoi qu'il en soit, Jason ne savait pas vraiment pourquoi il était revenu sur ses pas. Il se dit que cela faisait partie de son trajet habituel du matin, qu'il déposait Laïa à l'école et qu'il avait besoin d'un moment de calme avant de se rendre au garage. Mais alors que la ville s'éveillait, clignant des yeux à travers les vitres givrées et les tasses de café à moitié gelées, sa voiture prit sans qu'il s'en rende vraiment compte la rue latérale qui menait au parc. Le banc apparut comme un souvenir attendant d'être confirmé. Même endroit, même lampadaire tamisé projetant des ombres paresseuses sur le trottoir saupoudré de neige. Mais la femme avait disparu. Jason ralentit jusqu'à rouler au pas, puis se gara sous un érable aux branches nues. Il sortit, ses bottes crissant dans la neige légère. L'air matinal était encore vif, mais moins glacial que la nuit précédente. Ses yeux trouvèrent le banc presque immédiatement. La couverture était là, non pas étendue ou à moitié oubliée, mais pliée, soigneusement, presque avec révérence, comme si la personne qui l'avait utilisée voulait laisser un remerciement sans mots. Jason s'approcha lentement, sans savoir vraiment ce qu'il cherchait. Une trace d'elle, un signe que ce n'était pas juste un moment éphémère. Il se baissa, ses doigts effleurant le tissu familier. C'est alors qu'il la vit, une note glissée dans les plis, à peine visible. C'était un petit morceau de papier plié en deux au milieu. Jason le déplia, le cœur battant plus fort qu'il ne voulait l'admettre. Une écriture simple et élégante y avait inscrit 10 chiffres. Pas de nom, pas de message, juste un numéro de téléphone. Il resta là à le regarder, le parc s'étendant vaste et vide autour de lui. Il n'y avait aucun signe d'elle, aucune empreinte de pas, aucune tasse de café, aucune trace à suivre, juste ce symbole silencieux laissé derrière elle comme une miette de pain dans la neige. Jason glissa le mot dans la poche de son manteau, puis s'assit un instant sur le banc, tenant la couverture pliée sur ses genoux. Le parc était calme, le monde avait continué à tourner, mais quelque chose dans cette matinée semblait suspendu, comme s'il se tenait au bord de quelque chose qui n'avait pas encore montré son visage. Il ne savait pas ce qu'il ferait de ce numéro, pas encore, mais il ne le jeta pas, il ne pouvait pas. Le mot vivait dans la poche de son manteau, comme s'il était à sa place. Chaque fois que Jason cherchait ses clés, sortait une clé à molette pour un client ou prenait de la monnaie pour acheter un café, ses doigts effleuraient les bords usés du papier. Il ne le sortait jamais devant quelqu'un, mais il l'appelait tout de même. Doux, régulier, patient, 10 chiffres. C'était tout, mais d'une certaine manière, il semblait plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Le soir, après avoir bordé Laïa sous sa montagne de couvertures et de peluches, il s'asseyait à la table de la cuisine, le mot posé à côté d'une tasse ébréchée de café instantané.
Il le fixait dans la faible lumière jaune, la même question résonnant à chaque fois. Et si? Mais il n'appelait jamais, car la logique l'emportait toujours. Que dirait-il? « Salut, tu te souviens de moi? Je t'ai donné une couverture, tu grelottais sur un banc. Et maintenant, je te dérange chez toi pour quoi faire? Par curiosité, par solitude. » Jason n'était pas fait pour courir après le mystère. Il avait des responsabilités. Le loyer, les courses, une fille qui avait besoin de nouvelles chaussures et d'un manteau d'hiver qui commençait à s'effilocher au coude. Il n'avait pas le temps de rêvasser, surtout pas avec des lettres écrites d'une écriture élégante et des « et si » tard dans la nuit. Pourtant, l'image d'elle ne le quittait pas. Ses yeux intelligents et fatigués, sa voix calme, même lorsque ses mains tremblaient, et la façon dont elle avait plié la couverture, si précise, si intentionnelle, comme si elle savait qu'il reviendrait la chercher, comme si elle le souhaitait. Mais pourquoi? Jason n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle. Elle n'avait pas l'air d'être à sa place à Milford. Elle ne parlait pas comme quelqu'un qui restait assis sur un banc dans le froid. Il y avait quelque chose sous la surface, quelque chose de plus que le hasard. Et pourtant, le téléphone restait silencieux. Il continuait à réparer des moteurs et à reconstruire des carburateurs, à essuyer la graisse de ses mains et à aider Laïa à faire ses devoirs d'orthographe. Mais de temps en temps, lorsque le vent soufflait contre les fenêtres ou que la maison devenait trop calme, Jason mettait la main dans sa poche, dépliait le papier et le tenait simplement dans sa main. Il n'était pas prêt à lâcher prise, mais il n'était pas encore prêt à appeler. Le réveil sonna à 5h30, mais Jason était déjà réveillé. Il n'avait pas vraiment dormi, pas d'une manière réparatrice. Son corps était fatigué, certes, mais son esprit s'éteignait rarement. Il était toujours occupé par des chiffres, des délais et des listes qu'il ne semblait jamais finir. Le chauffage ronronnait doucement à travers les minces murs de l'appartement, et Jason resta allongé un moment, fixant le plafond taché d'eau. Un autre jour, une autre chance d'empêcher tout de déraper. Il passa la matinée en silence. Des toasts dans le grille-pain, un déjeuner emballé dans un pot de beurre de cacahuètes réutilisé. Le manteau de Laïa était posé sur le canapé à côté de ses baskets éraflées. Elle sortit de sa chambre en traînant les pieds, encore à moitié endormie, les cheveux emmêlés et le visage chaud de sommeil. Il la salua avec un sourire fatigué et une petite tape sur la tête. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils faisaient en sorte qu'ils aient l'impression d'avoir beaucoup. La petite table de cuisine servait également d'atelier de bricolage. Le canapé était affaissé au milieu, mais c'était là qu'il regardait des dessins animés et lisait des histoires avant de se coucher. Les murs étaient nus, à l'exception des dessins au crayon de Laïa, accrochés comme des œuvres d'art avec des bandes de ruban adhésifs. Il avait dit un jour qu'il repeindrait l'appartement quand les choses se seraient calmées. C'était il y a 2 ans. Au garage, les mains de Jason n'étaient jamais au repos. Il changeait l'huile, remettait les moteurs à neuf, réparait les pots d'échappement avec plus de volonté que de garantie. Il était doué dans son travail. Calme, fiable, c'était le genre d'homme en qui les clients avaient une confiance sans qu'il ait besoin de leur expliquer chaque étape. Mais être bon ne suffisait pas toujours à payer les factures. Le loyer était à nouveau en retard. Le propriétaire avait laissé un autre avis, plié de manière impeccable et impersonnelle. Jason l'avait glissé sous la pile de courriers non ouverts, un feu après l'autre. Il ne se plaignait jamais, ni à Laïa, ni à ses collègues, ni même à lui-même. Il continuait simplement parce qu'il ne pouvait pas se permettre de démissionner. Il était à la fois mère et père, pourvoyeur et compteur, mécanicien et rêveur, le tout réuni en un seul homme privé de sommeil, aux mains calleuses et au cœur obstiné. La nuit, après avoir nettoyé ses outils et couché Laïa, il s'asseyait parfois en silence, son café refroidissant à côté de lui, se demandant combien de temps il pourrait continuer à jongler avec toutes ces tâches. Et chaque fois, il arrivait à la même conclusion silencieuse. Tant qu'elle aurait besoin de lui, il continuerait à tout maintenir en place, même si cela le détruisait lentement. Jason ne s'était jamais permis d'espérer trop. L'espoir avait des dents. Il mordait fort quand les choses ne se passaient pas comme prévu. Mais cette fois-ci, c'était différent. Il y a 2 semaines, le directeur régional de Northlane Auto Group s'était arrêté au garage. En costume, élégant et clairement déplacé parmi les pots d'échappement cassés et les crics rouillés, l'homme avait demandé à parler spécifiquement à Jason. « J'ai entendu parler de votre travail », avait-il dit. « Nous cherchons à étendre notre service de flotte dans cette région. Nous avons besoin de quelqu'un de fiable, qui ne prend pas de raccourcis. » Jason avait acquiescé, prudent mais intrigué. L'accord n'était pas mirobolant, juste un travail régulier. Des véhicules d'entreprise, des contrats d'entretien, des factures prévisibles,
Le genre de travail qui permettrait à Laïa d'avoir de nouvelles bottes avant la fin de l'hiver. Le genre qui mettrait fin aux avis de loyer impayés. Il s'était serré la main. L'homme avait même dit « Nous finaliserons les choses la semaine prochaine ». Jason s'était laissé convaincre. À présent, assis dans le bureau à l'arrière, le téléphone collé à l'oreille, il entendait les mots « Je suis désolé, monsieur Brooks, mais la direction a décidé de prendre une autre direction ». Encore sous le choc, Jason ressentait une vive douleur. « Une autre direction !» répéta-t-il d'un ton neutre, les yeux fixés sur le calendrier taché de graisse accroché au mur. « Oui !» répondit la voix à l'autre bout du fil, déjà passé à autre chose. « Ce n'est pas personnel. C'est une décision qui vient d'en haut. Je n'y peux rien. » Jason raccrocha sans dire au revoir. Il resta assis dans le silence, le bourdonnement du radiateur lui paraissant soudain trop fort. À l'extérieur, le garage bourdonnait du bruit habituel, compresseur d'air, cliquetis d'outils, éclats de rire occasionnels. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé en lui. Il s'était laissé aller à vouloir plus, et maintenant, tout était à nouveau perdu. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas deviner, c'est qu'Elise Vance avait vu la proposition avec son nom. Elle avait parcouru la liste des contrats ce matin-là, et ses yeux s'étaient plissés lorsqu'elle avait reconnu la ville, reconnu Jason. Elle avait rayé la demande d'un trait, non par malveillance, mais par instinct. Il méritait mieux que d'être utilisé par son monde avant qu'elle ne puisse arranger les choses. Mais pour Jason, c'était juste une autre porte qui s'était fermée avant même qu'il ait pu poser la main sur la poignée. La matinée était déjà mouvementée. Laïa avait dormi trop longtemps, du dentifrice avait fini sur son pull, et Jason avait laissé tomber sa seule chemise propre dans une flaque d'huile à l'atelier la veille au soir. Maintenant, avec sa boîte à lunch oubliée sur le comptoir de la cuisine et le temps qui s'écoulait entre ses doigts comme du sable, ils étaient encore en retard. Jason tourna la clé dans le contact, le moteur toussa une fois, puis plus rien. Il réessaya, toujours rien. Il se rassit sur le siège conducteur, la mâchoire serrée. « Allez, pas aujourd'hui » murmura-t-il entre ses dents, essayant de ne pas laisser sa frustration transparaître dans sa voix. Il jeta un coup d'œil à Laïa, déjà attachée, et qui donnait de petits coups de pied, le regardant avec de grands yeux. « Tout va bien, ma puce, » dit-il. « C'est juste un petit problème. » Il ouvrit le capot et sortit de la voiture, l'air glacial lui piquant la peau alors qu'il soulevait le lourd volet métallique. De la vapeur s'échappait d'un endroit où elle n'aurait pas dû, et l'odeur familière de liquide de refroidissement brûlé lui monta au nez. Son cœur se serra. Quel que soit le problème, il ne serait pas résolu d'un simple coup de clé et d'une prière. C'est alors qu'il l'entendit, le crissement des pneus sur le gravier, un moteur silencieux. Jason se retourna juste au moment où un SUV noir s'arrêtait lentement derrière eux. La vitre du conducteur s'abaissa et elle était là, enveloppée dans un manteau bleu marine. Cette fois, ses cheveux étaient soigneusement tirés en arrière. La même force calme se lisait dans ses yeux, mais ils n'étaient plus aussi vides qu'auparavant. Elle se pencha légèrement vers la vitre et pendant un instant, ils se regardèrent tous les deux. « Vous avez besoin d'aide ?» demanda-t-elle, comme s'ils ne s'étaient pas rencontrés sur un banc dans le parc dans l'obscurité, comme si elle n'avait pas été un mystère enveloppé dans sa couverture. Jason se redressa et s'essuya les mains sur son jean. « C'est juste un moteur récalcitrant », dit-elle en souriant faiblement. « J'en ai déjà rencontré quelques-uns. » Avant qu'il n'ait pu répondre, la vitre arrière s'abaissa. Laïa regarda dehors, puis s'illumina. « Hé, c'est la dame du banc !» Le sourire d'Elisa s'adoucit. « Ravi de te revoir, Laïa !» Jason ne savait pas ce que cela signifiait, ni pourquoi elle était là. Mais alors que la neige tourbillonnait doucement autour d'eux et que son SUV tournait au ralenti derrière leur voiture en panne, cela ne semblait pas être une coïncidence. C'était comme si une porte venait de s'ouvrir discrètement. Jason n'avait pas l'habitude qu'on lui propose de l'aide. Il avait plutôt l'habitude d'être celui qui aidait, celui que les gens appelaient lorsque leur moteur tout sautait ou que leurs pneus lâchaient à mi-chemin. Alors, lorsque la femme du banc passa son bras par la fenêtre du SUV et dit avec désinvolture « Je peux vous déposer tous les deux ?» Son premier réflexe fut de refuser poliment. Il ouvrit la bouche pour le faire, mais Laïa le devança. « On peut, papa ? S'il te plaît. Je ne veux pas être encore en retard. » Jason jeta un coup d'œil à sa fille. Ses yeux pleins d'espoir, ses petits gants roses encore trop grands, la boîte à lunch qu'elle serrait maintenant comme un trésor. Elle n'avait rien dit au sujet de l'exposition d'art de l'école qu'elle avait manquée ce matin-là, mais il savait qu'elle l'avait attendue avec impatience toute la semaine. Il regarda à nouveau la femme dans le SUV. Elle ne semblait ni impatiente ni suffisante, juste calme, dans l'attente. Il expira. « D'accord, » dit-il prudemment. « Merci, nous n'en aurons que pour quelques minutes. » Un souffle d'air chaud les envahit lorsqu'ils montèrent dans la voiture.
et Laïa se glissa immédiatement sur la banquette arrière comme s'il s'agissait d'un char magique. Jason prit place sur le siège passager, très conscient du contraste entre sa veste usée et l'intérieur en cuir immaculé. Dès qu'ils eurent bouclé leur ceinture, Laïa se pencha entre les sièges. « Vous avez des sièges chauffants », dit-elle en souriant. « C'est tellement chic. » La femme gloussa. « Ça te plaît ?» Laïa acquiesça. « Oui, le chauffage de notre voiture fait des bruits bizarres. Papa dit que c'est charmant. » Jason se frotta la nuque. « Elle exagère. » La femme lui jeta un regard accompagné d'un demi-sourire, puis reporta son attention sur la route. « Au fait, je m'appelle Élise. » Il acquiesça lentement. « Jason, et voici Laïa. »« Bonjour Élise. » Laïa gazouilla. « Merci de venir nous chercher. »« Quand tu veux, » répondit Élise. Et cela ne semblait pas être une simple formule de politesse. Cela ressemblait à une promesse. Alors que le SUV roulait doucement vers l'école, Jason ne pouvait se débarrasser de l'étrange chaleur qui montait dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement les sièges chauffants, c'était le sentiment que, d'une manière ou d'une autre, Laïa et lui étaient vus, pas remarqués, vus. Et peut-être, juste peut-être, que ce trajet n'était pas la fin de quelque chose d'étrange. Peut-être était-ce le début. Le SUV glissait sur les routes enneigées comme s'il appartenait à un autre monde. Doux, isolé, sans effort. À l'intérieur, c'était calme, mais pas gênant. Le chauffage ronronnait. Laïa fredonnait à l'arrière, dessinant des smileys sur la vitre embuée. Jason était assis raide sur le siège passager, hyper conscient de chaque éraflure sur ses bottes, de chaque tache de graisse sur ses poignets. Élise conduisait avec une précision calme, une main sur le volant, l'autre ajustant occasionnellement le chauffage. Son regard passait de la route à lui avec une curiosité désinvolte. Puis, quelque part entre Oak Ridge et l'école primaire, elle rompit le silence. « Quel genre de travail fais-tu, Jason ?» Il hésita. « Mécanicien ? J'ai fait ça presque toute ma vie. Mon père avait un garage. J'ai en quelque sorte grandi dans un garage. Tu as ton propre garage ? demanda-t-elle. Pas exactement. Je travaille dans un garage local. Des gens sympas, un travail régulier, pas grand-chose de plus. » Elle hocha la tête comme si elle prenait des notes mentales, mais ne se précipita pas pour répondre. Au lieu de cela, elle demanda « Si tu pouvais avoir ton propre atelier, lequel choisirais-tu » Jason lui lança un regard. « Pourquoi tu me demandes ça ?» Élise haussa légèrement les épaules. « Je me posais juste la question. Tu me donnes l'impression d'être quelqu'un qui construit des choses. Je suppose que je suis curieuse de savoir ce que tu construirais pour toi-même. » Jason regarda à nouveau par la fenêtre. « Je ne pense pas vraiment à ce genre de choses. J'ai déjà assez à faire pour joindre les deux bouts. » Elle n'insista pas, se contenta d'acquiescer à nouveau et dit « D'accord. » Quelques instants passèrent. La voix de Laïa monta de la banquette arrière. « Mon papa répare tout. Il a même réparé ma veilleuse avec du scotch et une épingle à cheveux. » Jason sourit faiblement, les yeux toujours fixés sur la route. « Elle me surestime. »« Non, » dit Élise doucement. « Je ne pense pas. » Il y avait quelque chose dans son ton, doux, posé, peut-être même un peu triste, qui poussa Jason à se retourner à nouveau. « Tu poses toujours autant de questions, » dit-il avec un demi-sourire. Élise rit doucement. « Seulement quand je veux vraiment entendre les réponses. » Et pour une fois, Jason n'avait pas l'impression d'être interrogé. Il avait l'impression d'être vu, et cela l'effrayait plus qu'il ne voulait l'admettre. La fois suivante où Jason la vit, ce n'était pas sur le bord de la route ou au volant d'un SUV de luxe. Elle se tenait à l'entrée du garage de Harper, un bloc-notes sous le bras et un air confus sur le visage qui semblait un peu trop étudié. Jason était penché sur le capot d'une berline cabossée, les coudes enfoncés dans un radiateur qui avait décidé de rendre l'âme en plein trajet. Il leva les yeux, surpris. Élise sourit, calme, sereine, comme si elle n'avait pas du tout planifié le moment. « Un problème de voiture ?» demanda-t-il en s'essuyant les mains sur un chiffon, essayant de ne pas laisser transparaître sa surprise. Elle acquiesça. « Elle fait un bruit de cliquetis. J'ai pensé qu'il valait mieux la faire vérifier avant que ça ne s'aggrave. » Jason haussa un sourcil. « La fantôme » dit-il en désignant son véhicule élégant, qui semblait tout droit sorti de l'air spatial. Elle haussa légèrement les épaules. Même les voitures de luxe tombent en panne, d'après ce que j'ai entendu dire. Jason lui fit signe de faire demi-tour, et elle disparut par la porte avec la même grâce qui semblait toujours l'habiter, comme si le monde ne la prenait jamais au dépourvu. Mais Jason ne put s'empêcher de sentir le poids de son regard planer dans l'air, même après qu'elle eût quitté la pièce. Lorsqu'elle revint, son SUV se glissa facilement dans le 3e emplacement. Jason se mit au travail, outils à la main. Pendant qu'Élise était assise dans la salle d'attente, elle regardait plutôt qu'elle ne regardait son téléphone.
Elle observait comment Jason expliquait à une femme âgée ce qu'était une courroie serpentine cassée en utilisant la comparaison avec une corde à linge. Elle le regardait s'agenouiller pour lasser les chaussures d'un enfant pendant que son père signait des papiers. Elle observait comment les autres mécaniciens, bien que bourrus et surchargés de travail, lui demandèrent son avis avant de prendre des décisions importantes. Elle ne vérifiait pas ses compétences techniques. Elle savait déjà qu'il les possédait. Elle observait la façon dont il traitait les gens, la façon dont il gérait la confiance. Jason l'avait remarqué, bien sûr. On ne passe pas son enfance à réparer des choses sans apprendre à lire dans les pensées des gens. Mais il ne posa pas de questions. Il a simplement continué à travailler. Lorsqu'il a identifié le cliquetis comme provenant d'un panneau mal fixé dans son tableau de bord, qui n'avait pas fait le moindre bruit pendant son essai routier, il s'est retourné et l'a trouvé debout à côté de lui, les bras croisés. « Eh bien ?» a-t-elle demandé, feignant l'innocence. « Vous pouvez y aller » a-t-il répondu. Elle a souri. « Je me doutais que tu dirais ça. » Et pendant un instant, il eut l'impression qu'elle ne se contentait pas d'évaluer un mécanicien. Elle cherchait tout autre chose. Au début, Jason pensa que c'était une coïncidence. Après tout, dans une petite ville, les gens se croisent. C'est comme ça que ça marche. Mais quand Élise se présenta au restaurant 3 matins de suite, sans jamais être pressée, toujours assise dans le coin avec un café noir et un livre qu'elle touchait à peine, il a commencé à remarquer. La première fois qu'il lui a fait un signe de tête poli depuis le comptoir, elle lui a répondu par un sourire. La deuxième fois, elle lui a fait signe de la main. La troisième fois, elle a dit « Vous prenez toujours la même chose, un café noir et un toast brûlé. C'est parce que vous êtes mécanicien ou juste une préférence personnelle ?» Il a gloussé et a marmonné quelque chose à propos d'une habitude. Mais sous cette plaisanterie désinvolte, quelque chose bouillonnait en lui, une question qu'il ne savait pas comment poser. Puis vint la collecte de fonds. Il aidait à installer les tables pliantes à l'école de Laïa, toujours vêtu de ses bottes de travail et de sa chemise en flanelle, quand Élise est entrée dans le gymnase comme si elle était chez elle. Sans assistante, sans bloc-notes, juste avec un plateau de cupcakes dans une boîte en carton et un sourire timide pour le professeur qui collectait les dons. Laïa l'aperçut la première. « Élise !» s'écria-t-elle en courant vers elle dans ses baskets à paillettes. Élise s'accroupit à sa hauteur. « Tu te souviens de mon nom ? J'ai dit à ma maîtresse que tu étais la dame de l'histoire de la couverture, » dit Laïa fièrement. « Et que tu étais gentille. » Jason observait la scène de l'autre côté de la pièce, à moitié stupéfait, à moitié amusé. Élise croisa son regard et haussa un sourcil comme pour dire « Quoi ? J'aime aussi les cupcakes. » Il hocha légèrement la tête, mais ses pensées tourbillonnaient. Ce n'était pas seulement le dîner ou la collecte de fonds. Elle était repassée au garage, 2 fois en fait. Une fois pour un bruit étrange qui s'était avéré être un caillou dans le passage de roue. Et une fois parce que son désodorisant ne fonctionnait pas correctement. Jason n'était pas aveugle. Elle se montrait. Pas de manière ostentatoire, ni dramatique, juste présente et toujours observatrice. Pas d'une manière calculatrice, mais d'une manière qui lui donnait l'impression qu'elle apprenait à connaître son univers, qu'elle le cartographiait, peut-être, comme si elle n'essayait plus de fuir quelque chose, mais plutôt de comprendre quelque chose qui ne pouvait être acheté ou reconstruit. Il ne savait pas ce qu'elle voulait, mais elle continuait à se montrer. Et une partie de lui, même s'il ne l'aurait jamais dit à voix haute, ne voulait pas qu'elle s'arrête. Le crépuscule approchait lorsque Jason entendit la porte d'entrée claquer, suivi du bruit caractéristique d'un sac à dos tombant sur le sol. Les bottes de Laïa crissaient sur le carrelage de la cuisine alors qu'elle se précipitait à l'intérieur, les joues rougies par le froid, les yeux brillants d'excitation. « Papa !» appela-t-elle en sautillant sur place. « Regarde ce que j'ai !» Jason se détourna de la cuisinière, une spatule à la main, en train de retourner un sandwich au fromage fondu. Avant qu'il n'ait pu répondre, Laïa brandit un manteau d'hiver, neuf, épais, magnifiquement cousu, avec une doublure en polaire douce et une couleur prune foncée qui scintillait légèrement dans la faible lumière de la cuisine. Il était plus beau que tout ce qu'il lui avait jamais acheté, plus beau que tout ce qu'il avait jamais possédé. Jason sentit son estomac se nouer. « D'où vient-il » demanda-t-il prudemment. Laïa rayonnait. « Il était dans mon casier à l'école. Il n'y avait pas d'étiquette, juste ça. » Elle sortit une petite carte pliée de la poche du manteau et la lui tendit. D'une écriture délicate, la note disait « Chaque princesse a besoin d'une armure. Reste au chaud, courageuse petite fille. » Il n'y avait pas de nom, juste une petite couronne dessinée à la main en bas. Jason la lut 2 fois, puis une 3e fois. Elle dit que cela venait probablement de la fée des manteaux, ajouta Laïa avec un sourire. Comme la fée des dents, mais en plus cool.
Jason esquissa un sourire. Oui, très généreux de la part de la fée des manteaux. Mais son esprit tournait déjà à toute vitesse. Il n'était pas stupide, il avait déjà vu cette écriture. Plus tard dans la nuit, après que Laïa se soit endormie, bien au chaud dans son nouveau manteau, même sous les couvertures, Jason s'assit à la table de la cuisine, le mot posé à côté d'une tasse de café tiède. Il ne savait pas s'il devait être reconnaissant ou autre chose. Élise avait été gentille. Elle avait aidé, elle s'était manifestée. Mais cela semblait différent. C'était comme franchir une ligne. Non pas qu'il n'appréciait pas son geste. Laïa avait besoin d'un manteau. Il le savait. Mais il savait aussi ce que l'on ressentait lorsqu'on acceptait une aide qui ressemblait trop à de la pitié. Il soupira en repliant une nouvelle fois le mot. Peut-être avait-elle de bonnes intentions. Peut-être avait-elle vu en Laïa quelque chose qui lui rappelait elle-même. Ou peut-être, juste peut-être, était-ce sa façon de dire qu'elle n'avait pas fini de faire partie de leur histoire. Quoi qu'il en soit, le manteau était chaud. Et Laïa n'avait pas cessé de sourire de toute la soirée. Et Jason ne savait pas si cela rendait les choses plus faciles ou plus difficiles. Le restaurant était plus calme que d'habitude. Le genre de calme qui ne s'installe qu'en milieu d'après-midi, lorsque la foule du petit déjeuner a disparu et que l'affluence du dîner n'a pas encore commencé. Jason était assis en face d'Élise dans leur coin habituel, de la vapeur s'élevant des 2 tasses dépareillées entre eux. Laïa était à la fête d'anniversaire d'une amie dans la même rue, ce qui lui donnait exactement 1 heure de temps libre qu'il n'avait pas l'intention de gaspiller, mais il ne s'était pas attendu à ce qu'Élise accepte aussi facilement lorsqu'il lui avait proposé d'aller prendre un café. Elle remuait son thé, les manches retroussées jusqu'au coude, dévoilant une montre délicate qui, Jason en était certain, ne venait pas d'une boutique locale. Le genre de montre que l'on ne trouve pas dans les prêteurs sur gage ou dans les rayons de solde. Il enregistra ce détail avec les autres qu'il avait collectés en silence. Ils étaient à mi-chemin d'une conversation anodine sur la météo et sur la raison pour laquelle le seul feu tricolore de la ville clignotait en jaune pendant 1 heure entière chaque nuit. Quand Élise dit cela sans y prêter attention, comme si elle ne s'en rendait même pas compte. Eh bien, la marge trimestrielle a probablement chuté après la baisse de la logistique internationale au 4e trimestre. Les coûts mondiaux du fret ont presque doublé. Elle prit une gorgée, puis leva les yeux avec désinvolture. « Désolé, c'est une vieille habitude. » Jason s'interrompit au milieu de sa gorgée. Il cligna des yeux. La plupart des gens ne parlaient pas comme ça. Certainement pas ceux qui grelottaient sur les bancs publics la semaine dernière. Il ne dit rien au début, se contentant de l'observer par-dessus le bord de sa tasse. Son expression restait indéchiffrable, comme si elle ne venait pas de lancer un jargon d'entreprise, comme s'il s'agissait d'une conversation sur la météo. « Les marges trimestrielles, hein ?» dit-il finalement, d'une voix légère, mais teintée de curiosité. Élise se figea pendant une fraction de seconde, trop brève pour que la plupart des gens la remarquent, mais Jason la saisit. Ses doigts se crispèrent autour de la tasse avant qu'elle ne force un petit rire. « Votre ancien travail ? Tu as appris le jargon ?» dit-il en hochant lentement la tête. « Ça devait être un sacré boulot. » « Quelque chose comme ça, » murmura-t-elle en baissant les yeux vers son thé. Le silence qui suivit n'était pas gênant, mais il flottait dans l'air comme après avoir laissé tomber une clé, bruyant uniquement à cause de ce qui n'était pas dit. Jason n'insista pas, mais il se posa des questions, car cette petite erreur, aussi insignifiante soit-elle, ne venait pas de quelqu'un de perdu ou en malchance. Elle venait de quelqu'un qui dirigeait autrefois le monde dont elle prétendait maintenant se cacher. L'appartement était plongé dans l'obscurité, à l'exception du doux ronronnement du vieux réfrigérateur et de la faible lueur de l'écran du téléphone de Jason. Laïa s'était endormie depuis des heures, recroquevillée sous sa couverture dinosaure, serrant toujours dans sa main la couronne dessinée à la main qu'Élise avait laissée dans la poche de son manteau. Jason lui avait donné un baiser pour lui souhaiter bonne nuit et lui avait murmuré quelque chose à propos de crêpes pour le lendemain, mais son esprit ne l'avait pas suivi dans le repos. Au contraire, il tournait en boucle autour de la même question, comme un moteur qui cale et qui ne s'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas ouvert le capot pour regarder à l'intérieur. Il s'assit sur le bord du canapé, les yeux rivés sur son téléphone. Sa voix résonnait dans sa tête. La marge trimestrielle avait probablement chuté, décontractée, automatique, révélatrice. Quelque chose ne collait pas. Et Jason, malgré sa patience tranquille et son honnêteté sans faille, avait toujours fait confiance à une chose plus qu'à son instinct, son intuition. Il ouvrit un navigateur, tapa son nom, d'abord simplement Élise, puis Élise Automotive, puis, presque nerveusement, Élise Vance. Il ne s'attendait pas à grand-chose, peut-être quelques profils LinkedIn ou un registre de mariage datant d'il y a 10 ans, mais alors, il le vit. Forbes, 30 femmes à suivre.
Elise Vance, PDG de Vance Motors. Sa photo était là. Un blazer noir impeccable. La même expression calme. Des yeux qui lisaient tout. Les mêmes yeux qu'il avait regardés depuis un banc public dans le froid. Jason eut un pincement au cœur. Il cliqua sur l'article. Il lut chaque ligne. Elle n'était pas seulement riche. Elle était la dirigeante Elise Vance Fortune 500 de l'année. Elle avait bâti son entreprise à partir d'un héritage pour en faire une puissance. Des rumeurs circulaient sur le rachat de l'un des 3 plus grands constructeurs automobiles du pays. Il fixait l'écran, incrédule, le cœur serré. Pourquoi diable une femme comme elle était-elle enveloppée dans une couverture sur un banc devant son restaurant? Jason se pencha en arrière, le téléphone encore allumé dans sa main, comme s'il venait de lui révéler un secret trop lourd à porter. Cela n'avait aucun sens. Rien de tout cela n'avait de sens. Mais une chose était désormais certaine. La femme qui venait régulièrement dans son restaurant, qui apportait des manteaux et posait des questions sur les rêves, n'était pas n'importe qui. C'était une Vance, et elle se cachait à la vue de tous. Jason n'avait pas l'intention d'aborder le sujet ce jour-là. Pas comme ça. Il avait répété une douzaine de versions différentes dans sa tête, chacune mesurée, calme, peut-être même un peu astucieuse, mais aucune d'entre elles n'avait vu le jour. Car quand Elise réapparut, entrant dans le garage comme si elle avait tout à fait le droit d'être là, comme si elle était chez elle, il craqua. Elle était appuyée contre le mur près de l'établi, attendant qu'il finisse de s'occuper des bougies d'allumage d'une vieille camionnette. Elle avait l'air détendue, comme toujours, vêtue d'un jean et d'un manteau en laine douce. Mais le cœur de Jason battait comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Et cette fois, ce n'était pas à cause de son sourire. Il posa la clé un peu trop brutalement, s'essuya les mains sur une serviette qui ne servait pas à grand-chose et s'approcha d'elle. « Tu vas continuer à faire semblant ?» demanda-t-il d'une voix basse. Elise cligna des yeux. « Faire semblant ?» Il sortit son téléphone de sa poche et tapa une fois sur l'écran. La photo de Forbes les regardait tous les deux. « Pourquoi mentir ?» demanda-t-il. Elle ne détourna pas le regard. Elle ne broncha pas. « Je ne mentais pas, » dit-elle, calmement, mais avec assurance. « Je me cachais. » Jason ravala les mots qui lui serrèrent la gorge. « Tu es Elise Vance, PDG. Tu vaux quoi, 100 millions ? Et tu étais là, gelé sur un banc, comme si tu n'avais nulle part où aller. » « Ce n'était pas le cas, » répondit-elle. Cela le fit taire. « J'avais des chambres, » ajouta-t-elle. « Des maisons chauffées, des biens immobiliers, si vous voulez les compter. Mais rien de tout cela ne me semblait sûr. Rien de tout cela ne me semblait réel. » Jason la fixa, ne sachant pas quoi croire. La femme sur la photo était puissante, posée, inaccessible. La femme devant lui avait une voix brute, un regard honnête. « Je ne cherchais pas à attirer l'attention, » dit Elise. « Je n'essayais pas de vous tromper, j'essayais de disparaître. Et cette nuit-là, vous m'avez vu quand même. » Il croisa les bras, la mâchoire serrée. « Pourquoi continuer à revenir ?» Elle haussa doucement les épaules. « Parce que je ne m'attendais pas à regretter d'être vue. » Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. Le bourdonnement du garage remplissait le silence. Mais quelque chose d'autre bougeait entre eux. Quelque chose de fragile et de grandissant. Pas de la colère, pas de la suspicion, de la reconnaissance. Ils s'assirent sur le capot de son SUV, garé juste derrière le garage, là où le gravier rencontrait les hautes herbes et où les lampadaires n'éclairaient pas tout à fait. Il était tard, bien après la fermeture, mais aucun d'eux n'avait fait mine de partir. L'air sentait le métal refroidi, et le pin, le ciel au-dessus s'étendait, vaste et sombre, avec seulement quelques étoiles qui pointaient. Elise tenait entre ses mains un gobelet en papier fumant, le même café que Jason lui avait offert, provenant de la vieille machine cabossée de la salle de pause. Elle n'y avait pas encore touché. Jason attendait. Il ne la pressait pas, mais le silence entre eux était lourd, comme si l'histoire était déjà là, attendant d'être racontée. « Je ne me suis pas enfui de chez moi, » commença-t-elle, les yeux fixés sur l'horizon. « Je me suis enfui de moi-même. » Jason ne dit rien. Il tourna simplement légèrement la tête pour écouter. « J'ai tout construit très vite, trop vite, » dit-elle. « Mon père m'a laissé l'entreprise quand j'avais 26 ans. Tout le monde s'attendait à ce que j'échoue. Je n'ai pas échoué, mais je ne me suis pas arrêté non plus, pas une seule fois. Pendant 10 ans, j'ai toujours été la première à arriver et la dernière à partir. Des heures, des partenariats, des guerres au sein du conseil d'administration. Chaque gros titre me faisait me sentir moins humaine. » Elle fit une pause, prenant une inspiration si lente qu'elle faillit s'étouffer. Puis vint le procès. Mon directeur financier, quelqu'un en qui j'avais confiance, a détourné des millions, et je ne m'en suis pas aperçu à temps. Le conseil d'administration m'a reproché. Les investisseurs se sont retirés. Soudain, toutes les mains qui applaudissaient auparavant me montraient du doigt. Jason bougea,
mais ne dit toujours rien. Ils dirent que je devais prendre un congé. Élise continua. Les relations publiques suggérèrent quelque chose de public, une retraite bien-être, un congé sabbatique, quelque chose pour sauver la face. J'ai fait ma valise, je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé sans m'arrêter. Elle le regarda enfin. Je n'avais pas prévu de me retrouver sur un banc public. Je n'avais pas les idées claires. Je voulais juste ne plus être nulle part, ne plus être personne. Jason baissa les yeux vers ses mains, tachées de graisse, calleuses, ancrées dans une vie qu'elle n'avait jamais connue. « Mais tu es quand même venu, dit-il doucement. Elle acquiesça. Et tu ne m'as pas demandé qui j'étais. Tu n'as pas essayé de régler quoi que ce soit, mais seulement ce qui se trouvait devant toi. » Jason expira lentement, le poids de son histoire le submergeant. Son monde n'avait pas de place pour les trahisons des entreprises du Fortune 500 et les coups bas des investisseurs, mais seulement pour la douleur, la pression, le sentiment que les gens autour de toi ne restaient que tant que tu leur étais utile. Ça, il le comprenait. Et peut-être, juste peut-être, elle aussi. L'enveloppe était glissée sous le paillasson de l'entrée du garage, de couleur crème, épaisse, scellée d'un V doré en relief. Jason l'avait trouvée après avoir fermé le garage pour la nuit, le genre de lettre qui n'avait pas sa place dans un endroit où le liquide de frein tachait le sol et où les clés cliquetaient comme une bande-son. Il avait failli ne pas l'ouvrir. Il avait pensé qu'il s'agissait peut-être d'un argumentaire commercial ou d'un autre gadget marketing, d'un distributeur de pièces détachées. Mais dès qu'il glissa son doigt sous le rabat et vit l'écriture, il comprit. À l'intérieur se trouvait une seule carte. Samedi soir, 19h. Harborview Grand Hôtel, tenue de soirée. Je serais honoré si Laïa et vous pouviez vous joindre à moi, Élise. Il l'a lu 2 fois, puis une 3e fois. Le Harborview, un établissement chic. Ce n'était pas seulement une invitation, c'était un monde dans lequel il ne vivait pas. Ce soir-là, devant des macaronis et des petits pois réchauffés au micro-ondes, il lut la note à haute voix à Laïa. Elle écarquilla les yeux. Une soirée à l'hôtel, avec des lustres scintillants et des petits desserts. Jason rit. Quelque chose comme ça. Mais je n'ai pas de robe, dit-elle en fronçant les sourcils. Pas une robe chic. Jason ouvrit la bouche, prêt à dire qu'il ne pourrait probablement pas y aller, qu'ils n'étaient pas à leur place dans un endroit pareil. Mais alors, on frappa à la porte. Pour ne rien manquer de ce qui va se passer après ce moment décisif, n'oubliez pas de vous abonner. Un livreur se tenait sur le perron, un sac à vêtements plat dans une main et une boîte nouée d'un ruban doré dans l'autre. « Livraison pour Jason Brooks », dit l'homme. Dans le sac, il y avait un costume gris anthracite sur mesure, une chemise blanche impeccable et une cravate bleu foncé. Dans la boîte, une robe en tulle doux de la couleur du givre matinal, délicate et scintillante, comme si elle avait été conçue pour Laïa et personne d'autre. Pas de reçu, pas de facture, juste un mot glissé sous le papier de soie. Personne ne devrait manquer une soirée simplement parce qu'il n'est pas né dans ce milieu. J'ai hâte de vous voir tous les deux. Et Jason fixa le mot pendant un long moment. Sa fierté luttait contre ce geste, mais lorsque Laïa virevolta devant le miroir, les yeux brillants, en demandant « Est-ce que j'ai l'air d'être à ma place ?» Il n'a pas eu le cœur de dire autre chose que oui, car au fond de lui, il se posait la même question. Et Élise semblait déterminée à y répondre pour eux deux. Le hall du Harborview Grand ressemblait à un décor de film dont Jason avait peut-être vu la fin à la télévision. Des lustres en verre scintillaient comme des feux d'artifice gelés. Les sols en marbre résonnaient à chaque pas et les gens portaient des vêtements dont ils ne savaient même pas nommer les tissus. Laïa lui serrait la main, sa robe moulante effleurant ses jambes, les yeux écarquillés. Jason ajusta les poignets de la veste qu'Élise lui avait envoyée, ses doigts maladroits sur un tissu si lisse qu'il lui donnait le trac de le toucher. Il n'était pas habitué aux chaussures cirées ni aux vestes qui lui allaient parfaitement aux épaules. Il se sentait trop voyant, trop évident. Mais alors, Élise apparut. Elle se fraya un chemin à travers la foule comme si elle y avait toujours vécu. Robe noire, cheveux tirés en arrière, yeux scrutant la pièce jusqu'à ce qu'ils se posent sur lui. Et lorsqu'ils le firent, elle sourit d'une manière qui fit légèrement baisser la lumière dans toute la pièce autour d'elle. Elle traversa la pièce sans hésitation et tendit d'abord la main à Laïa. « Tu as l'air d'une princesse », dit-elle doucement. Laïa gloussa. « Papa dit que je ressemble à un flocon de neige. »« C'est vrai », dit Élise, puis elle se tourna vers Jason. « Plus élégant que tu ne le penses. » Jason se gratta la nuque, les joues rougissantes. « Ce n'est pas vraiment le genre de personne que je fréquente habituellement. »« Tant mieux, » dit Élise en passant son bras sous le sien. « Ils auraient besoin de plus de gens comme toi. »
Lorsqu'ils entrèrent dans la salle de bal, toutes les têtes se tournèrent vers eux. Si vous avez pu imaginer cette scène, laissez un « j'aime ». L'éclairage était tamisé, la musique live, les cordes jouaient un morceau élégant que Jason ne savait pas nommer. Les serveurs circulaient avec des coupes de champagne et des plateaux d'amuse-bouche dont Jason n'osait prononcer le nom. Des chuchotements les suivaient, des regards de reconnaissance, de curiosité, de confusion. Au moins, Vance se montrait rarement à ses propres événements. Et lorsqu'elle le faisait, elle n'amenait jamais d'invités, mais elle ne quittait jamais Jason. Elle le présenta non pas comme un mécanicien, mais comme quelqu'un dont on entendrait beaucoup parler. Elle parla de Laia comme si elle faisait partie de la famille. Et lorsqu'une femme vêtue d'une robe à paillettes se pencha vers Jason et lui demanda d'une voix trop mielleuse « Comment vous êtes-vous rencontrés ?» Élise ne broncha pas. « Il m'a donné une couverture alors que je ne savais même pas que j'en avais besoin, » répondit-elle. Et dans cette pièce où rien ne lui était familier, Jason sentit quelque chose d'étrange s'installer dans sa poitrine. Peut-être n'avait-il pas sa place ici selon les normes du monde, mais avec Élise à ses côtés, il n'avait pas l'impression que cela avait de l'importance. La salle de bal vibrait d'une énergie polie, celle qui accompagne trop d'argent et pas assez de sincérité. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus de leurs têtes, projetant des ombres délicates sur les tables recouvertes de nappes en lin et sur le vernis brillant des chaussures de créateurs. Jason resta près d'Élise, sa main effleurant parfois le tissu de sa robe, seule chose qui le ramenait à la réalité alors que les chuchotements commençaient à s'amplifier autour d'eux. Il remarqua d'abord les regards en coin, les clins d'œil d'une demi-seconde de reconnaissance de la part d'hommes en costume sur mesure et de femmes vêtues de soie. Quelques-uns se penchaient les uns vers les autres, murmurant sous le tintement des verres et le son des violons. Un homme fronça les sourcils. Une femme pencha la tête et plissa les yeux comme si elle essayait de se souvenir d'un visage lointain. Puis vint la première voix que Jason put réellement entendre. « Ce n'est pas le gars du garage sur Birch, celui qui a un enfant ?» Jason se raidit. Il essaya de faire semblant de ne pas avoir entendu, mais Élise remarqua immédiatement son changement d'attitude. Une autre voix suivit, plus aiguë, teintée d'une certaine froideur. Je ne pensais pas qu'Élise était du genre à fréquenter des gens de cette classe sociale. Jason recula d'un petit pas. La pièce lui semblait trop brillante, trop étroite. Il n'avait pas sa place ici. Il le savait avant d'entrer, mais maintenant, les murs semblaient se refermer sur lui à chaque sourire narquois et chaque mot chuchoté. Mais Élise ne s'éloigna pas. Elle ne recula pas devant les escaliers et ne fit pas semblant de ne pas avoir entendu. Au contraire, elle se tourna vers le groupe de curieux, leva le menton et dit d'une voix suffisamment claire pour que la douzaine de personnes présentes l'entendent. « Voici Jason Brooks. » Une pause, la tension se fit plus vive. « C'est l'homme qui m'a sauvé la vie. » Le silence se répandit comme une ondulation à la surface d'un étang calme. Elle ne souriait pas. Pas de cette manière charmante et sociable. C'était différent, féroce, constant, réel. Le genre de regard qui défiait quiconque de parler à nouveau. Jason la regarda. Quelque chose entre l'incrédulité et la gratitude remua dans sa poitrine. Élise lui prit la main, la serra une fois, et dans cette pièce pleine de chuchotements et de richesse, il comprit tout autre chose. Elle ne se contentait pas de le protéger, elle le revendiquait. Cela s'est produit après que la foule se soit dispersée et que la lueur du lustre se soit atténuée pour devenir plus chaude, plus calme. Le bruit de la salle de bal s'était fondu dans les murmures de fond, et Jason se retrouva sur le balcon extérieur, appuyé contre la balustrade, regardant les lumières de la ville scintiller comme des étoiles agitées. L'air nocturne était frais, mais pas mordant, juste assez pour lui éclaircir les idées. Il en avait besoin, après les chuchotements, après ce moment, après que la main d'Élise ait trouvé la sienne comme si elle avait toujours été là. Il n'entendit pas ses pas, mais il savait que c'était elle. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement en s'approchant de lui. Jason acquiesça, ne faisant pas encore confiance à sa voix. « Je n'ai jamais été dans une pièce comme celle-là. » Élise sourit gentiment. « Tu t'en es mieux sorti que la plupart des PDG que j'ai rencontrés. » Jason eut un petit rire sec. « J'en doute. » Elle s'appuya sur la balustrade à côté de lui, sa robe captant la lumière comme du charbon liquide. « Tu as déjà pensé à ce que tu ferais si tu avais ton propre garage ?» Il lui jeta un coup d'œil. « Le garage. »« Oui, » dit-elle, les yeux toujours fixés sur la ville. « Ton nom sur l'enseigne, tes règles. Personne pour te dire quelle voiture mérite ton attention et quel client tu dois ignorer. » Jason expira. « J'y ai pensé 100 fois, mais je n'ai jamais cru que ce serait possible. » Élise se tourna vers lui, le regardant pleinement. Il y avait quelque chose dans son expression, calme, concentrée,
sérieuse d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Et si je te disais que je peux rendre cela possible ?» demanda-t-elle. « Un véritable partenariat. Ton garage, entièrement équipé, de nouveaux outils, quelques employés supplémentaires pour alléger la charge. Tu le diriges, je t'aiderai juste à le lancer. » Jason la fixa du regard. « Je ne te fais pas la charité, » ajouta-t-elle rapidement, d'un ton ferme mais doux. « Je t'offre la chance de construire quelque chose qui t'appartient, quelque chose de durable, quelque chose autour duquel Laïa pourrait grandir et dont elle pourrait être fière. » Il ne répondit pas tout de suite. Il en était incapable. Ces mots résonnaient dans sa poitrine comme un coup de tonnerre fort et incroyable. Élise s'approcha, baissant la voix jusqu'à murmurer. « Vous m'avez donné une couverture alors que je n'avais rien d'autre que mon nom. Laissez-moi vous donner les bases pour construire la vie que vous méritez. » Jason cligna des yeux, le cœur battant, les mains agrippées à la balustrade. Pour la première fois depuis longtemps, il ne savait pas quoi dire, car l'espoir, le véritable espoir, venait de se présenter dans une robe noire et lui avait demandé s'il était prêt. L'air nocturne était plus lourd qu'auparavant, pesant doucement sur la poitrine de Jason comme un avertissement silencieux. Les lumières de la salle de bal brillaient derrière lui, dorées et chaleureuses. Mais ici, sur le balcon, les ombres semblaient plus proches. L'offre d'Alyssa flottait entre eux comme un fil, attendant d'être tiré. Lumineuse, irréelle, impossible. Il la regarda vraiment, et pour la première fois, il vit l'ensemble du tableau. Pas seulement la femme du banc, ou l'invité qui ne cessait de se présenter. Il vit la PDG, la bâtisseuse d'empire, la femme dont le nom pouvait ouvrir des portes dans des pièces dont il ignorait même l'existence. Et soudain, tout ce qu'il pouvait ressentir, c'était l'espace qui les séparait. « Je ne peux pas accepter », dit-il doucement. Élise pencha la tête, les sourcils légèrement froncés. « Pourquoi ?» Jason expira, les yeux fixés sur l'horizon. « Parce que je ne veux pas être le projet de quelqu'un. Je ne veux pas me réveiller chaque matin en me demandant si la seule raison pour laquelle j'ai une entreprise, c'est parce que quelqu'un a eu pitié de moi. » Élise ne bougea pas, ne l'interrompit pas. Il passa une main dans ses cheveux, la tension montant. « Tu as vu à quoi ressemble ma vie. Tu y es entré. Elle est désordonnée, bruyante et modeste, mais c'est la mienne. Je l'ai construite à la sueur de mon front, avec des factures en retard, et Laïa endormie sur la banquette arrière pendant que je terminais une dernière réparation. » Il finit par la regarder. « Je ne veux pas qu'elle pense que le succès signifie que quelqu'un a dû intervenir pour nous sauver. » Élise ne broncha pas. Elle n'a pas détourné le regard. Elle a simplement fait un pas en avant et a dit doucement « Tu n'es pas un cas social, Jason. Tu ne l'as jamais été. » Il a ouvert la bouche, mais elle a continué. « Tu n'as rien demandé. Tu n'as jamais pris plus que ce que tu as donné. Cette nuit-là, sur le banc, tu ne savais même pas qui j'étais. Tu m'as quand même donné de la chaleur. Sans arrière-pensée, sans hésitation. Ce n'était pas de la pitié, c'était de l'intégrité. Et ça, dit-elle en faisant un geste entre eux deux, ce n'est pas de la charité, c'est de la foi. C'est un partenariat. » Jason resta immobile, le cœur partagé entre la fierté et l'incrédulité. Et même s'il ne le dit pas à voix haute, une partie de lui souhaitait pouvoir la croire. Il ne savait simplement pas comment, pas encore. L'enveloppe était fine, blanche, collée à la porte du garage avec un simple morceau de ruban adhésif qui flottait au vent comme un avertissement. Jason l'avait vu avant même d'ouvrir la boutique ce matin-là. Et dès que ses yeux se posèrent sur l'avis en rouge vif, son estomac se noua. À l'intérieur, la lettre était brève. Juste quelques lignes rédigées dans un langage juridique et contenant le même message percutant. Payer l'intégralité du loyer impayé dans les 7 jours ou quitter les lieux. Il resta là longtemps, le papier légèrement froissé dans sa main, le froid lui mordant le cou. L'atelier derrière lui sentait encore l'huile changée la veille et le caoutchouc brûlé. Les outils étaient soigneusement rangés. Le calendrier accroché au mur indiquait toujours « c'est le mois où tout va changer ». Il avait écrit cela à l'encre le jour où il pensait que le contrat Northline allait être signé. Jason jeta la lettre sur le comptoir et se mit au travail. Que pouvait-il faire d'autre? Cette semaine s'écoula au ralenti. Les clients affluaient, certains fidèles, d'autres nouveaux. Il souriait, il travaillait, il s'essuyait les mains et faisait la conversation. Mais à l'intérieur, il était à bout. Il y avait trop de factures, trop peu de travail. Et maintenant, cette échéance imminente lui serrait la gorge comme un nœud coulant. Il n'en parla pas à Laïa. Il ne pouvait pas. Elle dessinait dans son carnet de croquis les plans d'un futur garage imaginaire, avec un snack bar et un coin baptisé Princess Mechanic Station. Jason ne pouvait supporter l'idée de briser ce rêve pour l'instant. Quant à Élise, elle ne venait pas.
Elle n'envoyait pas de SMS, n'appelait pas, ne se présentait pas au restaurant, au garage ou ailleurs. Au début, cela lui faisait mal, mais il comprit ensuite qu'elle lui laissait de l'espace. Elle lui avait fait une proposition, et maintenant, elle prenait du recul pour le laisser choisir. Pas de pression, pas de secours, juste le silence. Et Jason, entouré de prises électriques, de bougies d'allumage et du poids d'un monde qu'il soutenait de ses 2 mains fatiguées, se surprit à souhaiter, peut-être pour la première fois, qu'elle franchisse à nouveau la porte. Mais elle ne le fit pas. Pas encore. Il était tard, bien après le dîner, et Jason nettoyait le sac à dos de Laïa comme il le faisait toujours le dimanche, triant les feuilles de mat froissées, les emballages de snacks et les surprises collantes occasionnelles. Elle dormait dans sa chambre, respirant doucement et lentement sous sa couverture, la même qu'il avait autrefois donnée à un inconnu sur un banc. L'appartement était calme, à l'exception du ronronnement du réfrigérateur et du tic-tac de l'horloge murale qui avançait de 2 minutes. Au fond du sac, coincé entre un dessin représentant une pieuvre violette et un test d'orthographe avec une étoile dorée, il trouva l'enveloppe. Pas d'adresse, pas de timbre, juste le nom de sa fille, Laïa, écrit d'une écriture élégante et cursive qu'il connaissait trop bien. Il s'assit à la table de la cuisine et l'ouvrit avec précaution, les mains soudainement tremblantes. À l'intérieur se trouvait une simple carte pliée. Pas de paillettes, pas de personnages de dessins animés, juste une carte de couleur crème avec des mots écrits à l'encre noire. « Chère Laïa, merci de partager ton père avec moi. Il m'a rappelé qui je veux être. Avec toute mon affection, Élise. » Jason l'a lu une fois, puis une seconde fois. Les mots étaient simples, sans prétention, mais ils le touchèrent profondément. Ce message ne lui était pas directement adressé. C'était une confession discrète, une vérité enveloppée de gratitude et glissée dans le sac à dos d'une petite fille, comme si elle n'avait pas le poids du monde sur les épaules. Il se cala dans sa chaise et fixa la carte. Elle était restée à l'écart. Oui, elle l'avait laissé se débrouiller seule, mais elle n'avait pas vraiment disparu. Elle cherchait toujours à communiquer avec lui. Non pas pour lui mettre la pression ou pour régler le problème, mais pour lui dire quelque chose de beaucoup plus personnel. Il m'a rappelé qui je veux être. Jason ne savait pas ce que demain lui réservait. L'avis d'expulsion planait toujours. Le compte bancaire était toujours presque vide. Mais à ce moment-là, avec cette note dans la main et sa fille qui dormait paisiblement au bout du couloir, quelque chose a changé. Il n'était pas seul dans cette histoire, et Élise ne l'avait pas seulement vu. Elle avait été transformée par lui. Jason a fixé le téléphone pendant un long moment avant de le toucher. Il était posé sur le bord de l'établi, poussiéreux et fêlé dans un coin, entouré de vieilles bougies d'allumage et d'une tasse de café froid à moitié vide. Le garage était silencieux, trop silencieux. Le genre de silence qui s'installe quand on sait qu'il n'y a plus de marge de manœuvre, que le temps est écoulé et qu'il n'y a plus rien à faire. La date limite d'expulsion était demain. Il avait déjà vendu 2 boîtes à outils. Il avait annulé ses courses, sauté le dîner, dit à Laïa qu'il n'avait pas faim et prétendu que c'était à cause du chili qu'il avait mangé au déjeuner. Mais en réalité, il ne pouvait tout simplement rien avaler, pas avant d'avoir trouvé une solution. Le mot plié d'Élise était toujours dans la poche de sa veste. « Merci de m'avoir fait connaître ton père ». Il l'avait lu tellement de fois qu'il faisait désormais partie de lui. Il décrocha le téléphone, non pas pour supplier, ni pour demander un chèque, mais simplement pour parler. Sa voix retentit à la 2e sonnerie, calme, chaleureuse, familière, d'une manière qui adoucissait tout en lui. « Jason », hésita-t-il. « Salut. » Une pause. « J'espérais que tu appellerais. »« Je n'appelle pas pour de l'argent », dit-il rapidement, presque trop rapidement. « Je sais », dit-elle avant qu'il ait pu terminer. « Continue. » Il prit une inspiration. « Si tu étais à ma place, si tu avais une maison en ruine, un enfant qui dépendait de toi et une fierté qui te gênait dans tout ce que tu faisais, que ferais-tu » Élise resta silencieuse un instant, puis sa voix s'abaissa, calme et sincère. « J'avais cessé de penser que je devais tout faire toute seule. Je me souviendrai que demander de l'aide n'est pas un échec. C'est de la sagesse. Et j'arrêterai d'attendre que tout s'écroule avant de laisser quelqu'un se tenir à mes côtés. » Jason regarda autour de lui le garage, son garage, celui où son père lui avait appris à réparer les freins, celui où Laïa s'asseyait pour dessiner pendant qu'il changeait les pneus. Et pour la première fois, il le vit différemment, non pas comme un fardeau, mais comme un nouveau départ. Il ferma les yeux. « D'accord, dit-il, parlons-en. » Et c'est là que tout a commencé à changer. Non pas parce qu'il avait abandonné, mais parce qu'il avait enfin laissé quelqu'un entrer dans sa vie. La nouvelle enseigne a été installée un jeudi. Une nouvelle couche de peinture bleue brillait au soleil du matin,
les lettres audacieuses et fières au-dessus des portes doubles. Brooks et Vance Auto, animés par leur détermination, soutenus par la grâce. Jason se tenait sur le trottoir de l'autre côté de la rue, les mains dans les poches, essayant de comprendre ce qu'il voyait. Cela ne semblait pas réel, pas encore. À l'intérieur, le garage avait été transformé. L'élévateur grinçant avait été remplacé par un nouveau modèle hydraulique. Les murs couverts d'outils brillaient de clés fraîchement polies et d'équipements de diagnostic qu'il ne voyait auparavant que dans les catalogues. Une véritable salle d'attente avait été ajoutée. Une machine à café, un coin pour les enfants, même des magazines qui n'avaient pas été imprimés depuis 10 ans, mais d'une certaine manière, il se sentait toujours chez lui. Rien de clinquant, rien de faux, juste mieux. Il n'entendit pas Élise s'approcher derrière lui, mais il sut que c'était elle avant même qu'elle ne parle. « Ça a l'air bien, n'est-ce pas ?» dit-elle, en glissant ses lunettes de soleil sur sa tête. Jason lui jeta un coup d'œil, puis regarda à nouveau l'enseigne. Il avait encore du mal à s'habituer à voir leurs 2 noms inscrits là. Elle sourit. « Le mien n'est là que parce que le tien n'allait pas rester seul. » À 10 heures, la foule était déjà rassemblée pour l'inauguration. Les habitants qui amenaient leur voiture chez Jason depuis des années, certains par nécessité, d'autres par loyauté, étaient venus en masse. Certains avaient apporté du café, d'autres des flyers à afficher sur les panneaux d'affichage de la ville. Laïa portait une petite combinaison de mécanicien avec un patch sur lequel était écrit « Assistant boss ». Elle distribuait des cupcakes et des cartes de visite avec la même joie. Quelques journalistes faisaient le tour du parking, prenant des notes et posant des questions. Lorsqu'un d'entre eux a demandé à Jason comment ce partenariat avait vu le jour, il a simplement haussé les épaules et répondu « Tout a commencé avec une couverture, puis ça a grandi à partir de là ». La caisse enregistreuse a sonné pour la première transaction officielle à midi. Une permutation de pneus, un travail simple, mais la femme a payé la totalité et a remis un pourboire à Jason, les larmes aux yeux. « Vous avez réparé ma voiture il y a 3 ans et vous ne m'avez rien facturé », a-t-elle déclaré. « Je suis heureuse de pouvoir enfin vous rendre l'appareil. » Le soir venu, le garage était toujours en effervescence et Jason, qui n'était pas sûr auparavant d'avoir sa place aux côtés d'Élise, se tenait dans un espace qui lui appartenait entièrement, construit avec détermination, soutenu par la grâce et rempli de personnes qui avaient attendu ce moment aussi longtemps que lui. Les emails ont commencé à affluer une semaine après l'inauguration. Au début, Jason pensait qu'il s'agissait de spam avec des objets tels que opportunités stratégiques et propositions de partenariat d'entreprise. Il ignora les premiers, mais reçut ensuite un appel provenant d'un numéro avec l'indicatif de New York, suivi d'un message vocal d'un homme nommé Grant Collins, directeur des opérations chez Titan Auto Systems. Jason écouta en fronçant les sourcils, tandis que la voix à l'autre bout du fil parlait d'admiration, d'innovation et du type de leadership qu'il recherchait. Apparemment, la nouvelle s'était répandue. Un père célibataire d'une ville tranquille construit un garage avec le PDG d'une entreprise du Fortune 500. Cela a fait des vagues dans des endroits que Jason n'aurait jamais imaginés. À la fin de la semaine, 3 autres entreprises l'avaient contacté. L'une lui a proposé de lui offrir un billet d'avion en première classe pour une réunion à Chicago. Une autre lui a proposé un contrat de consultant à 6 chiffres. Une troisième lui a proposé de prononcer un discours lors d'un sommet industriel. Jason a lu les propositions tard dans la nuit, assis à la même table de cuisine où il avait autrefois trié les factures en retard et les dessins au crayon. Les chiffres étaient alléchants, le prestige surréaliste, mais rien de tout cela ne l'a ému. Il est entré dans le garage le lendemain matin, juste après le lever du soleil. La nouvelle enseigne reflétait à nouveau la lumière du matin. Laïa avait collé l'une de ses affiches faites à la main sur le comptoir. Révision gratuite pour les super-héros. Demandez à mon père. L'odeur du café flottait depuis la salle d'attente. L'un des nouveaux employés, Javier, était déjà en train de balayer le sol en fredonnant faux. Le chauffage se mit en marche dans un bruit métallique. La journée commençait. Jason sortit son téléphone et rédigea un seul message. Il l'envoya à toutes les entreprises qu'il avait contactées. « Merci pour votre offre. Je suis honoré, mais j'ai déjà ce que je veux. Pas de fioritures, pas de regrets. » Il rangea son téléphone, retroussa ses manches et retourna dans le garage. Une femme avec un moteur qui cliquetait et 2 enfants en bas âge sur la banquette arrière venaient de se garer. Et Jason sourit, car alors que le monde commençait enfin à le remarquer, il avait déjà trouvé le seul projecteur qui comptait. Sous le capot, les mains pleines de graisse, en train de construire quelque chose de réel. Les chaises pliantes du gymnase de l'école primaire grinçaient tandis que les parents se bousculaient pour trouver des places. Il murmurait doucement
tandis que les enfants, coiffés de chapeaux en papier cartonné et vêtus de costumes recouverts de paillettes, s'alignaient près de l'avant. Jason était assis près du fond, les bras légèrement croisés, regardant Laïa sautiller sur la pointe des pieds avec une énergie nerveuse. Elle parlait de cette présentation sur moi depuis des semaines, l'avait répétée devant le miroir, l'avait chuchotée dans la voiture, l'avait même essayée sur le chien du voisin. Élise avait insisté pour venir. Elle était maintenant assise à côté de Jason, les jambes croisées, les mains serrées sur ses genoux, vêtue d'un pull bleu clair qui la faisait se sentir à la fois déplacée et parfaitement à sa place. Elle ne parlait pas beaucoup, mais Jason remarqua que son genou bougeait très légèrement. Elle était nerveuse, elle aussi. Lorsque le nom de Laïa fut appelé, elle monta sur la petite estrade avec une assurance qui fit battre le cœur de Jason. Son papier était froissé au coin, ses lacets défaits, mais elle se tenait droite. « Je m'appelle Laïa Brooks », dit-elle fièrement. « Et voici mon histoire. » Elle parla de sa couleur préférée, le violet, du métier de ses rêves, réparer des fusées, et du meilleur plat au monde, les crêpes en forme de dinosaure. Le public rit, puis sa voix s'adoucit. « Mon héros, c'est mon papa. Il répare tout, même quand on n'a pas les bons outils. Il me rassure, même quand on a peur. Et il m'a appris qu'il vaut mieux être gentil qu'être chic. » Jason cligna rapidement des yeux, la gorge serrée, et elle ajouta, en jetant un coup d'œil vers le fond de la salle. « J'ai maintenant une deuxième maman. Elle s'appelle Élise. » Jason se tourna vers Élise au moment où elle retint son souffle. Elle ne bougea pas, ne cligna pas des yeux, se contentant de fixer l'avant de la salle comme si elle essayait de mémoriser cet instant. « Elle ne vient pas de ma famille, » poursuivit Laïa, « mais elle nous a trouvés quand même. Et maintenant, nous la gardons. » Il y eut un léger murmure dans l'assistance, quelques rires étouffés, une larme ou deux. Jason ne quittait pas Élise des yeux, et à ce moment-là, il comprit qu'un lien plus profond que l'amour s'était formé entre eux. Un lien choisi, et c'est Laïa qui le nomma la première. Le crépuscule venait de tomber lorsque Jason ferma le garage, rangea les outils, éteignit les lumières, et le calme s'installa comme un vieil ami. Le ciel était strié de nuances lavande et or, le genre de couleurs qui adoucissent même les journées les plus fatigantes. Laïa était à une soirée pyjama. Ses rires résonnaient encore dans les oreilles de Jason depuis le trajet du retour. L'appartement était inhabituellement calme lorsqu'il entra. Pas de dessins animés, pas de baskets éraflées dans le couloir, juste le ronronnement du réfrigérateur et la chaleur d'un foyer qui commençait enfin à ressembler à un vrai foyer. Et là, sur le canapé, se trouvait la couverture. La couverture, la même qu'il avait donnée à un inconnu frissonnant par une nuit glaciale, pliée soigneusement, avec amour, comme si elle avait attendu juste assez longtemps pour retrouver son chemin. Jason se figea, le souffle coupé. Posé dessus, il y avait un petit mot plié en deux. Pas d'enveloppe, pas de fioriture, juste un message discret qui l'attendait. Il s'assit lentement, le vieux canapé gémissant sous son poids, et déplia le papier. « Je peux rester cette fois ?» Pas de signature, ce n'était pas nécessaire. Il le lut une fois, puis une deuxième fois, les mots enveloppant son cœur comme la couverture elle-même. Simple, doux, constant. Élise sortit du couloir un instant plus tard, toujours vêtue de sa blouse de travail, mais pieds nus à présent, les yeux rivés sur lui. Elle ne dit rien, elle n'en avait pas besoin. Jason leva les yeux vers elle, tenant la note dans une main et la couverture dans l'autre. « Tu es sûr ?» demanda-t-il d'une voix basse. Elle acquiesça. « Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit. Pas de bague, pas de genoux à terre, pas de grands gestes, juste une question et un homme qui connaissait le poids des secondes chances. » Jason se déplaça et tapota la place à côté de lui. « Alors ne pars plus. » Elle sourit, s'avança et s'assit, sa main trouvant la sienne comme elle l'avait fait 100 fois auparavant. Pas de cérémonie, juste un retour à la maison. La couverture était posée entre eux comme un pont, vieille, familière, pleine de souvenirs cousus, dans chaque bord effiloché. Jason tenait le mot sur ses genoux, son pouce effleurant à nouveau les mots, comme s'il risquait de disparaître s'il cessait de les toucher. « Je peux rester cette fois ?» Ce n'était pas une grande confession, ni une promesse grandiose. C'était un murmure, un espoir, une porte entr'ouverte. Élise s'assit à côté de lui, silencieuse, les yeux fixés sur son profil. Elle ne le pressa pas, ne lui reposa pas la question. Elle attendit simplement, comme elle l'avait toujours fait, avec une patience tranquille qui n'exigeait pas de réponse, seulement des présents. La poitrine de Jason se souleva lentement, avec le genre de respiration qui avait mis des semaines à venir. Il repensa à tout ce qui les avait amenés ici, le banc froid du parc, la voiture en panne, les nuits de presque et de peut-être et de prières silencieuses,
le garage, la collecte de fonds, la lettre dans le sac à dos de Laïa, le jour où Laïa avait appelé sa famille. Il ne dit pas oui, il n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, il tendit la main par-dessus la couverture et glissa ses doigts dans les siens, doucement, délibérément, comme s'il choisissait quelque chose de fragile et de sacré qui lui appartenait entièrement. Son regard s'adoucit. Elle tourna sa main dans la sienne, entrelaçant leurs doigts comme si cela avait toujours été écrit. Jason ne la lâcha pas. Pas après une seconde, pas après une minute. Il la tint simplement car cette main dans la sienne était la réponse. Pas avec des mots, mais avec tout ce qui lui restait. Et alors que la dernière lueur à l'extérieur s'éteignait et que la pièce autour d'eux se remplissait d'un silence qui ressemblait à la paix, Jason sut que ce n'était pas la fin de quelque chose de beau. C'était le début de quelque chose de réel. Le garage sentait toujours l'huile et le métal, ainsi que l'étrange mélange de café et de pain brûlé que Jason préparait chaque matin. Les outils cliquetaient toujours. Le pont élévateur grinçait toujours lorsque les vieux camions roulaient dessus. La graisse se glissait toujours sous les ongles et dans les coutures de tous les jeans que Jason possédait. Cette partie-là n'avait pas changé. C'était toujours un lieu de travail, un peu bruyant, un peu en désordre, et plein d'une énergie qui ne s'achète pas. Mais d'une certaine manière, c'était aussi devenu autre chose. Il y avait maintenant des dessins de fleurs collés à la fenêtre de la salle d'attente, tous signés en grosses lettres cursives. Laïa. Un matin, elle avait cueilli une poignée de fleurs sauvages dans le terrain derrière le bâtiment et les avait disposées dans un gobelet en plastique, puis les avait fièrement posées sur le comptoir. Le lendemain, Élise avait remplacé le gobelet par un vrai vase, mais les fleurs étaient restées, toujours fraîches, toujours éclatantes. Des rires résonnaient désormais dans les baies. Javier plaisantait avec les clients. Élise taquinait Jason lorsqu'il devenait trop sérieux à propos des carburateurs. Laïa se précipitait entre les vidanges d'huile et les contrôles des freins, comme si elle était la propriétaire des lieux, son bloc-notes couvert d'autocollants, rappelant parfois à Jason des rendez-vous qu'il avait même oublié avoir pris. Tous les vendredis, quelqu'un apportait à manger. Parfois, c'était un repas chaud et raffiné. Parfois, c'était le chili de Jason, qui était toujours meilleur le lendemain. Parfois, c'était Laïa avec des sandwichs au beurre de cacahuètes et à la confiture découpée en étoiles. Les clients restaient plus longtemps qu'avant, non pas à cause des retards, mais parce qu'ils le voulaient. Les conversations débordèrent du comptoir. Les gens posaient des questions sur les projets scolaires de Laïa, apportèrent des vêtements usagés ou des cupcakes, déposèrent des dessins pour le tableau d'affichage. La communauté ne se contentait pas de soutenir le magasin, elle en faisait partie intégrante. Y a-t-il une telle solidarité là où vous vivez? Indiquez dans les commentaires de quelle ville vous venez et à quelle heure vous avez regardé l'émission. Un après-midi, Jason se tenait à la porte, les bras croisés, regardant Élise rire avec un client à propos de quelque chose que Laïa avait dit. Derrière eux, le garage bourdonnait, les pneus tournaient, les téléphones sonnaient. Mais tout ce qu'ils voyaient, c'était la vie qu'ils avaient construite. Pas brillante, pas parfaite, mais pleine. Ils pensaient autrefois que la maison était quelque chose pour lequel on payait un loyer, un toit, une clé. Maintenant, ils savaient que ce n'était pas vrai. Son chez-lui était ici, bruyant, gras, lumineux, fleuri de fleurs sauvages et plus réel que tout ce qu'il avait connu auparavant. Le papier était intitulé en grosses lettres soignées, chaque mot imprimé sur la page avec une sorte de fierté qui ne peut venir que de la vérité. Mon père a donné sa dernière couverture et a reçu en échange une toute nouvelle vie. Il était posé au sommet de la pile sur le bureau de son professeur, soigneusement agrafé, les coins lissés. Laïa Brooks, aujourd'hui âgée de 12 ans, l'avait écrit pour le concours annuel de narration de son école. Le thème était simple, racontez l'histoire qui a façonné votre vie. Et Laïa n'a pas hésité. Elle a commencé par une nuit froide, un banc, un inconnu, une couverture qui avait plus d'importance pour elle et son père que quiconque ne pouvait l'imaginer. Elle a décrit comment son père l'avait installée sur la banquette arrière de leur vieille voiture, lui avait embrassé le front, puis s'était dirigé vers la femme assise seule dans le froid et l'obscurité. « Il lui a donné notre dernière couverture », a-t-elle écrit. Il ne lui a pas demandé son nom. Il a simplement vu quelqu'un qui souffrait et a essayé de soulager sa douleur. Laïa a écrit sur les jours qui ont suivi. La voiture en panne, la dame élégante aux yeux bienveillants qui revenait sans cesse, le manteau arrivé sans étiquette, l'invitation qui a tout changé. Mais ce qui a suivi n'était pas seulement une succession de surprises ou de secondes chances. Laïa n'a pas écrit sur l'argent ou les affaires. Elle n'a pas parlé de costumes ou de salles de bal d'hôtel. Elle a parlé de voir son père sourire pour la première fois depuis longtemps.
Elle a parlé d'Élise qui lui a appris à se tresser les cheveux avant d'aller à l'école. Elle a parlé du garage qui sentait les cookies et l'huile où les gens venaient pour plus que de simples réparations. Et à la toute fin, Laïa a écrit ceci. Avant, je pensais que les contes de fées parlaient de châteaux et de couronnes. Mais je pense que les vrais contes de fées commencent avec une couverture, une voiture en panne et quelqu'un qui décide de ne pas s'en aller. L'essai a remporté le concours, mais plus encore, il a fait pleurer les gens. Non pas parce qu'il était triste, mais parce qu'il était vrai. Jason l'a lu tard dans la nuit, longtemps après que Laïa se soit couchée, ses mains calleuses caressant doucement chaque page. Il n'a rien dit, il est resté assis là, tenant ses mots comme s'ils étaient sacrés. Et au fond de lui, il s'est enfin laissé convaincre. Il avait donné quelque chose de petit, et le monde lui avait tout donné en retour.